Construire l'humanité est-il un rêve? Nous allons voir en fait aujourd'hui une analyse géostratégique, politique et militaire de ce qui se passe aujourd'hui finalement à travers le monde, notamment par la guerre d'Ukraine. Cette présentation sera plutôt une tentative d'analyse anthropologique et philosophique du pourquoi de la constance de la guerre, en m'appuyant en particulier sur un certain nombre de penseurs, bien sûr, dont égard vous vous en doutez. Alors, l'exposé sera partagé en 5 parties. D'abord, le constat des crises récurrentes et des conséquences de la mondialisation, le pacifisme et la paix, puisque ceux qui souhaitent la paix sont souvent tentés par le pacifisme, le risque apocalyptique, évidemment, qui est l'objet de notre colloque, l'urgence de l'option, quand on pense l'urgence de l'option, c'est par rapport à une gravité de situation, bien sûr, et enfin, l'émergence de conscience, terme hautement tayerdien, et la notion de responsabilité individuelle et collective, ou ce qu'on pourrait appeler de manière peut-être un peu prétentieuse, l'équation de paix ou de guerre d'ailleurs, comme nous le verrons. Alors, le constat. Mais bien sûr, cette conférence prend une résonance particulière aujourd'hui. Il est impossible de ne pas penser à l'invasion de l'Ukraine par ce monstre de Poutine, formaté par son cursus soviétique au KGB. Les informations nous y ramènent sans cesse et nous sentons désarmés. Construire l'humanité semble un rêve inaccessible à l'éclairage de cette invasion inadmissible. Il est bien sûr très difficile de prévoir quelle tournure vont prendre les événements. Mais si on écoute Jean-Marie Giuliani, président en somme de la Fondation Robert Schuman, européen convaincu, dans sa lettre du 16 octobre dernier, nous sommes de fait en guerre, dit-il, contre la Russie, qu'on le veuille ou non. Je cite, est-il tenable de ne pas vouloir être en guerre avec la Russie de Poutine, qui déclare l'être avec l'Occident collectif? Est-il durable de n'être que sur la défensive, au point de vouloir, comme le suggère l'OTAN, ne se doter que d'un bouclier antimissile? Est-il honorable de préférer la guerre par procuration, au prix de tant et tant de malheurs et de destruction, mais pas à la maison? Est-il raisonnable de passer tant de temps à anticiper l'aboutissement du conflit actuel en imaginant se placer un jour en conciliateur avec celui qui a violé toutes les règles? Winston Churchill avait répondu à cette question en son temps, pendant la guerre de 40. Un conciliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé. S'ils ne veulent pas à la fin être mangés, les Européens n'ont pas le droit de s'avachir. La guerre leur a été déclarée, ils sont en guerre. À ne pas vouloir le reconnaître et agir en conséquence, ils perdront et leur indépendance et leur honneur. Fin de citation. Cette déclaration pose le décor, si j'ose dire. Alors les conflits, justement. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les zones de conflits locaux sont nombreuses et sans fin. Que ce soit les guerres d'expansion, comme le conflit sino-japonais, que ce soit les guerres d'indépendance des colonies des pays occidentaux, que ce soit les guerres idéologiques, de la guerre froide, mais bel et bien frontale dans les pays d'influence des deux blocs de l'époque, que ce soit les conséquences du partage d'influence au Moyen-Orient, notamment entre France et Angleterre pour la Syrie et l'Arabie, le fameux accord Sykes-Picot de 1917, avec les conséquences sur la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Irak et l'Iran aujourd'hui, que ce soit les guerres africaines, tournant souvent à des conflits ethniques en surimposition du découpage artificiel des pays, etc. Et j'en passe, l'Érythrée et l'Iran, toujours Israël et la Palestine, la Géorgie, sans parler de la Chine, qui veut absolument envahir Taïwan, la Birmanie, dictature implacable. Pensons également, évidemment, aux guerres contre le djihadisme, mais le Mali notamment, avec notre exclusion de ce pays par les milices de Poutine, l'armée Wagner, en charge de ces bases œuvres ignobles, aujourd'hui comme pour l'Ukraine. Et ne parlons pas de l'Azerbaïdjan et la Turquie. La Turquie veut supprimer l'existence même de l'Arménie, la guerre du Haut-Karabakh. On pourrait même affirmer qu'il y a une guerre de civilisation incarnée par l'Arménie, d'origine et de culture chrétienne, contre l'expansionnisme islamique qu'incarne pleinement Erdogan. En effet, il faut le dire et l'affirmer, les valeurs de la liberté et de la solidarité
qui incarnent les démocraties occidentales sont les résultats directs de la civilisation chrétienne, dit Chantal Delsol. Dans son livre éponyme, elle parle de la chrétienté. Je le crois malheureusement qu'elle parle de la fin de la chrétienté, ce qui se joue à travers l'inversion normative et la transformation radicale des mœurs. C'est le retour du monde païen, dit-elle. À cela, bien sûr, s'ajoutent tous les conflits actuels. Il y a une guerre entre les dictatures et les démocraties. Cela le dit, la liste des guerres est sans fin et les tentatives de paix échouent fréquemment. La radicalisation en est une conséquence et la montée aux extrêmes de droite comme de gauche dans nos pays occidentaux, une caractéristique de la peur du changement. Ces comportements évoquent à la fois les années 30, avec les conséquences du crash boursier de 1929, et la montée en puissance du nazisme et la nouveauté des conflits asymétriques entre individus fanatisés et par une idéologie et les États. Alors, cette fameuse intrication mondiale, ce qu'on appelle la mondialisation et que Teilhard appelle la planétisation, quel impact a-t-elle sur ce phénomène? La mondialisation des échanges crée un monde intriqué, on le voit pour le gaz russe aujourd'hui. Cette mondialisation s'est accélérée depuis plusieurs années par deux révolutions fondamentales. L'invention du container, qui a fluidifié les échanges de marchandises, avec externalisation de toute ou partie des fabrications occidentales, notamment en Chine, entre autres, et bien sûr qui a permis le développement de la Chine, mais qui a permis aussi de résoudre les problèmes de concurrence des prix dans les pays développés où les prix de main-d'œuvre sont trop chers, effectivement, par rapport au prix du marché. L'explosion du numérique, bien sûr, le deuxième flux, qui a densifié, bien sûr, ces informations qui deviennent un réseau extraordinairement important. Les chiffres qui sont affichés sur cette diapo sont déjà totalement dépassés. On pourrait dire 1, 2, 3, beaucoup. Et puis, bien sûr, l'augmentation des flux financiers. La conséquence immédiate est l'explosion du troisième flux, le flux humain des migrations. Ces trois flux sont en interaction et se renforcent l'un l'autre. Nous échangeons de plus en plus vite et les États-nations sont dépassés. En observant cette carte, il est impressionnant de constater le sens des flux. Les couleurs sombres incarnent les pays à forte émigration et les couleurs claires, les pays à forte immigration. Le constat est d'une clarté éblouissante. Flux migratoire du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest, avec deux champions de l'immigration que sont l'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada, et le Japon, qui constituent les pays qui reçoivent le plus de migrants au monde. Une seule exception vers l'est, le flux des migrants vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pays d'avenir. Deux conclusions s'imposent. Attraction des pays développés, fuite des dictatures. La Fédération de Russie, la Chine, les Indes et toute l'Asie du Sud-Est font fuir leurs habitants, sans parler de pays d'Amérique du Sud comme le Venezuela, entre autres. Il convient d'ajouter que ces flux vont croître et embellir, pour des raisons climatiques d'une part que nous connaissons maintenant, mais bien sûr pour des raisons économiques et sociales. La démographie est une science implacable. Nous avons passé le milliard d'habitants sous Napoléon Ier, il y a donc 200 ans, et nous avons atteint 8 milliards la semaine dernière. Actuellement, il y a 640 000 naissances par jour sur Terre et 440 000 décès. Il y a donc 220 000 décès de personnes de plus par jour sur Terre. Donc, vous voyez bien que les besoins énergétiques vont augmenter considérablement, ainsi que les migrations. On n'a encore rien vu au point de vue migration. L'Afrique représentera 2,5 milliards d'habitants en 2050, avec une moyenne d'âge de 19 ans, contre 42 ans en Europe aujourd'hui, et cette moyenne d'âge passera à 46 ans en 2050. Donc les flux migratoires ne vont pas s'inverser, mais ils vont croître et embellir. Le premier résultat de cette intrigation mondiale est indiscutable, tout du moins jusqu'à cette dernière crise Covid et bien sûr la guerre d'Ukraine. Mais effectivement, le constat est assez sidérant. Augmentation phénoménale de la richesse économique de la planète, passage du PIB par habitant de 450 dollars à 10 050 dollars de 1960 à 2016, et réduction considérable de la pauvreté, passage de 35% à 10,7% de la population mondiale en dessous du seuil de pauvreté entre 1990 et 2013, pendant qu'elle passait la population de 5 milliards 200 millions à 7 milliards d'euros en 2013. Donc, ces pourcentages renforcent la diminution considérable de pauvreté dans le monde. Évidemment,
il reste des écarts absolument inéquitables de revenus, puisqu'en 2016, les 1% les plus riches possédaient 50% des richesses mondiales. Donc l'intrication mondiale, caractérisée par ces trois flux, révèle de manière de plus en plus aiguë les différences économiques, sociales, culturelles, politiques et religieuses. Ces écarts de toute nature sont générateurs de conflits, générateurs de migrations qui ne peuvent que s'intensifier, mais également générateurs de guerres. Là-dessus, c'est le deuxième point que je veux développer, la paix n'est pas le pacifisme. Mon éruption poutinienne, préparée de longue date mais peu prévue ou perçue comme non crédible par les Européens, nous pose la question de la paix, à laquelle nous nous sommes habitués depuis 1945, tout du moins dans notre vieille Europe, car elle n'a pas cessé ailleurs, comme je l'ai dit en commençant cet exposé. Qui plus est, cela nous rappelle, car nous l'avons connu, l'invasion soviétique de la Hongrie en 1956 et de la Tchécoslovaquie en 1968. Construire l'humanité, c'est en réalité construire la paix. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous aujourd'hui? La paix n'est en aucun cas le pacifisme. Le pacifisme conduit tout droit à la guerre. Il suffit, pour l'illustrer, de penser à la honte que l'on peut avoir en tant que Français de la période catastrophique qui a précédé l'invasion des Sudètes et de l'Anschluss par Hitler, avec le sinistre souvenir des accords de Munich, où on a souhaité la paix à tout prix, quitte à se déshonorer devant Hitler. La France a été nullissime et complètement désarmée devant Hitler qui avait préparé cette invasion. Et un De Gaulle a fortement, heureusement émergé avec un Churchill qui lui-même a été la pierre angulaire de ce réveil. Et il a fallu 6 années de guerre meurtrière pour éradiquer le nazisme. Poutine reproduit exactement les mêmes événements qu'aujourd'hui. Jusqu'où ira-t-il et pouvons-nous l'arrêter? Quelle différence y a-t-il en fait entre Poutine et Hitler? Il est glaçant de lire l'analyse de Jacques Attali, publiée en avril dernier à ce sujet. Je cite: rien n'est plus cruel pour la France et de plus éclairant que d'imaginer ce qui aurait pu se passer le 10 mai 1940, quand à la fin de la drôle de guerre, les hostilités ont repris, et le 17 juin 1940, quand les 2 tiers du territoire national ayant été occupés et les armées françaises détruites. Le gouvernement Pétain a demandé l'armistice. Si la France s'était aussi bien préparée au combat contre les armées du chancelier Hitler que l'Ukraine s'est préparée à affronter les troupes du président Poutine, non pas seulement en termes d'armement, en particulier d'armement blindé, mais surtout en termes de morale, d'envie de se battre, de ce que les Anglais nommaient alors le fighting spirit, dont ils ont si bien su faire preuve à cette époque. Si tel avait été le cas, Strasbourg, Reims, Lille auraient résisté comme résistent aujourd'hui Kharkiv, Mariupol et Kherson. Nous aurions sans doute eu plus de morts que nous n'en avons eu, mais nous aurions sans doute pu éviter la défaite. Et même si nous avions été provisoirement battus, nous aurions évité la collaboration et le déshonneur. Le sort de la guerre et de l'après-guerre eût été totalement différent. Les leçons qu'il faut en tirer sont nombreuses. D'abord, évidemment, il est essentiel de ne jamais baisser la garde. Et pour cela, nous n'aurions pas dû réduire d'une façon continue, quel que soit le président, le budget de la défense. Nous devrions disposer aujourd'hui d'un armement beaucoup plus important, en particulier en matière de drones, d'armement antimissiles et de cyberguerre. Nous devrions aussi construire une véritable armée européenne permettant de nous passer de nos alliés américains, de plus en plus souvent absents, même quand les forces hostiles traversent les lignes rouges tracées par nos alliés eux-mêmes, sans pour autant tolérer que nos voisins achètent leurs armes à d'autres qu'à des firmes européennes qui restent à construire ensemble. Fin de citation. Et nous allons voir maintenant, en quelques minutes, l'histoire de l'évolution.
Ce que nous venons de voir en 2 minutes nous donne un coup dans l'estomac. Cette présentation est évidemment terrifiante, apocalyptique au sens de destruction suicidaire de l'humanité qui se termine finalement par l'explosion de la Terre dans son écologie perverse. Ce synoptique impressionnant ne fait que nous rappeler que le régime permanent de fonctionnement de l'humanité est centré sur le conflit et la guerre, c'est-à-dire que l'égoïsme prime sur l'intérêt collectif. La paix est une exception et la crise climatique caractérise ce phénomène, mais en même temps, cette crise climatique est une chance. En effet, la crise climatique n'est pas limitée aux frontières. Nous ne formons plus qu'un seul village, qu'un seul écosystème planétaire, voire galactique. Pour revenir à l'Ukraine, on voit bien par là qu'il serait vital d'avoir, comme les Ukrainiens aujourd'hui, une véritable envie de nous battre, de résister. Il faudrait pour cela insuffler à tous les Européens, et en particulier aux Français, un rejet de la résignation, une horreur de la fuite, un dégoût de la lâcheté, une haine de la soumission, un mépris de la collaboration, un refus de la défaite, une acceptation du risque de mourir pour sauver l'essentiel, la liberté de chacun et de tous ensemble. La capacité de défense d'un pays ne se mesure pas seulement à la taille de son budget militaire, mais aussi et surtout à sa détermination individuelle et collective, à risquer des vies d'aujourd'hui pour protéger celles de demain et avec elles un territoire, des valeurs et un système politique et social. En écho à ce mauvais souvenir, 3 constats de 3 personnalités différentes me viennent à l'esprit. Ils posent bien la problématique dans son ensemble. Le premier, Civis pacem parabellum, que vous connaissez sans doute tous, si tu veux la paix, prépare la guerre, le constat attribué à l'auteur romain Végès il y a 2000 ans. L'Europe semble en prendre conscience douloureusement aujourd'hui, mais comme on peut l'observer à l'écoute des informations, jamais l'Europe n'a réagi de manière aussi unanime. C'est une heureuse nouvelle. Cela signifie qu'il convient d'avoir une force commune capable de se battre et de défendre les valeurs qui caractérisent la démocratie et la liberté. Le pacifisme conduit droit à la démission et à la soumission où le mal perdure. Souvenons-nous de cette phrase imbécile de certains à l'époque de l'Empire soviétique, plutôt rouge que mort. La deuxième déclaration, attribuée à Confucius, si tu veux faire la paix dans le monde, commence par faire la paix dans ton pays. Si tu veux faire la paix dans ton pays, commence par faire la paix dans ta famille. Si tu veux faire la paix dans ta famille, commence par être en paix avec toi-même. Cela nous renvoie à nos propres comportements personnels, contribuer effectivement à la paix ou à la guerre. Notre posture et notre déraison personnelle individualiste développent la division. Et bien sûr, la troisième affirmation de Pierre Teilhard des Chardin qui nous réunit aujourd'hui, écrite en 1931, c'est-à-dire en plein dans cette période funeste des nationalistes des années 30 qui rongeaient les sociétés européennes, mais qui les rongent malheureusement de nouveau aujourd'hui. L'âge des nations est passé. Il s'agit maintenant pour nous, si nous ne voulons pas périr, de secouer les anciens préjugés et de construire la terre. Teilhard est en fait radical dans cette affirmation de 1931 dans le tome 6 de ses œuvres, L'énergie humaine, l'esprit de la terre. Son constat est radical. Si nous ne voulons pas périr, affirme-t-il, autrement dit, c'est une condition sine qua non. Que veut dire construire la terre? Eh bien, le changement est permanent. L'évolution, et qui est vraiment un terme teilhardien qu'il inscrit dans la durée, et qui a été long à être reconnu par l'Église d'ailleurs, la nature dont nous faisons partie est violente et procède par tâtonnement. S'il y a évolution, le changement est permanent. Ce qui ne change pas, c'est précisément le changement. La guerre n'est que le résultat de nos difficultés à assurer ce changement et l'adaptation à l'environnement éco-socio-économique. Et bien sûr, la nature n'est pas un long fleuve tranquille, il y a un effet structurel et conflictuel structurel de la nature. Et l'écologie est en aucun cas un long fleuve tranquille. C'est une lutte à mort entre espèces pour survivre. Héraclite disait la même chose au VIe siècle avant Jésus-Christ. Rien n'est permanent sauf le changement. Tout s'écoule. La vie est un flux de tensions entre deux rives, et nous y reviendrons. L'harmonie du monde est par tension opposée, comme pour la lyre et pour l'arc.
Il faut savoir que la guerre est commune, dit-il, la justice discorde, que tout se fait et se défait et se détruit par discorde. Et nous sommes effectivement soumis au changement quasi biologiquement. Le changement, voilà le mot-clé. S'il y a changement, c'est qu'un certain ordre doit être désorganisé pour construire un nouvel ordre en fonction de l'évolution de l'environnement géopolitique et de l'environnement tout court naturel. Ordre et désordre sont donc en mouvement permanent vers un plus grand degré d'intégration et de complexité des organisations humaines. Autrement dit, il ne faut pas confondre fixité et stabilité. La stabilité est un équilibre fragile de destruction-création permanent de l'ordre existant, une dynamique en fait d'évolution. L'évolution procède depuis l'origine par tâtonnement et par destruction de branches qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Notre corps humain et la nature sont des exemples parfaits et conséquemment les organisations socio-culturelles des hommes. Sans adaptation des systèmes économiques et sociaux à ces nouveaux environnements, il y a rupture violente caractérisée à partir d'un certain seuil et dans des conditions particulières par la guerre. En quelque sorte, c'est un principe écologique du macro-écosystème planétaire que nous constituons et qui se manifeste clairement. Le pape François l'a fort bien exprimé dans son encyclique Laudato Si. Nous sommes donc en permanence sur un équilibre fragile, une ligne de crête entre deux précipices. Cette union créatrice vers un plus grand degré d'intégration et d'harmonie se fait douloureusement et avec des échecs en permanence, mais aussi des succès. Si nous regardons dans le rétroviseur, il y a des états de droit sur la Terre maintenant, donc il y a des progrès phénoménaux qui ont été faits au plan économique et social, mais il reste beaucoup à faire. Et sans arrêt, ces équilibres sont remis en cause. Le constat du changement est en fait une chance, de fait de l'innovation, la créativité et le déploiement de l'esprit et de la conscience. La mort s'inscrit dans ce mouvement. Heureusement que nous mourrons. S'il y a changement, c'est que notre cycle de vie, bien sûr, est cadré dans le temps. De même que mon corps a besoin de la mort de mes cellules pour survivre, de même l'humanité a besoin de ma mort individuelle pour survivre et se développer. Nous sommes en destruction-création en permanence à tous les étages de la structure vitale. Et ceci, d'ailleurs, interroge beaucoup sur la vision que l'Église catholique nous a enseignée et que la mort était due à l'homme. L'homme n'est pour rien dans la mort, et l'homme est là depuis très très peu de temps, et donc la mort est permanente dans ce cycle de vie en évolution vers une convergence supérieure. Alors venons-en effectivement à regarder la guerre en face pour construire la Terre, puisque effectivement c'est bien ce sur quoi Teilhard nous sensibilise. Alors que dit Teilhard et qu'a-t-il fait? Et comme vous le savez, mobilisé comme brancardier dans la Grande Guerre, Pierre Teilhard de Chardin a subi la violence et la barbarie des conflits entre nations, mais il vécut également les champs de bataille comme un baptême dans le réel. Surprenante des affirmations. C'est précisément et paradoxalement ce chaos destructeur qui est à l'origine du développement de sa vision prospective et prophétique de l'évolution. Dans la chapelle de Cerny en Launois, sur une plaque apposée en octobre 2007, on peut lire sur cette terre du chemin des dames en 1917 s'est construite sa pensée sur l'avenir de l'humanité. Effondrement et engendrement, pensée régénérante de Teilhard, qui perçoit dans les bouleversements en cours, avec ce qu'ils ont d'effrayant et d'inquiétant, les douleurs d'un monde en genèse. Autrement dit, pour Teilhard, la guerre est normale, non pas en termes d'acceptable, mais caractérisant la difficulté des hommes à résoudre les conflits à l'origine de leurs différends. Les échanges avec sa cousine Marguerite Teilhard-Chambon, les écrits du temps de la guerre, ont forgé sa pensée sur ces phénomènes douloureux. Les conflits constituent ainsi le creuset de l'évolution tâtonnante. Il sait fort bien ce qu'est la guerre, et paradoxalement, voilà ce qu'il en pense. Dans l'avenir de l'homme, ses réflexions sur le progrès sont édifiantes quand on prend conscience de ce que cela signifie. Voilà ce qu'il dit. Et cette guerre, finalement, cette guerre pour la première fois dans l'histoire aussi grande que la Terre, ce conflit où à travers les océans se heurtent des blocs humains aussi vastes que des continents, cette catastrophe où nous avons l'impression de perdre pied individuellement, quel aspect prend-elle pour nos yeux décilés, sinon celui d'une crise d'enfantement,
à peine proportionnée à l'énormité de la naissance attendue. Autrement dit, Teilhard relativise les horreurs de la guerre en expliquant que ce qui est en gestation est bien supérieur au vécu du cataclysme de la guerre. La guerre paraît presque n'être qu'un épiphénomène. Il insiste encore toujours dans l'avenir de l'homme et montre la difficulté du changement. La souffrance, la guerre, le vice, un moment assoupi, renaissent d'âge en âge avec une virulence croissante. La recherche même du progrès ne fait qu'exaspérer ces maux. Vouloir changer, c'est tendre à ruiner l'ordre traditionnel péniblement établi. Quel est le novateur qui n'a pas rouvert la source des larmes et du sang? Il est évident que le monde est le résultat d'un mouvement. Plus loin, il continue, donc c'est la dialogie conflit-coopération au cœur de l'évolution. Le progrès n'est pas ce que le vulgaire pense. Le progrès n'est pas immédiatement la douceur, ni le bien-être, ni la paix. Il n'est même pas le repos. Il n'est même pas la vertu. Essentiellement, le progrès est une force, et la plus dangereuse des forces. Il est la conscience de tout ce qui est et de tout ce qui peut être. Les armes d'aujourd'hui le montrent. Nous pouvons penser aussi au transhumanisme. Mais conclut-il, dût-on exciter toutes les indignations et heurter tous les préjugés, il faut le dire, parce que c'est la vérité. Être plus, c'est savoir plus. La connaissance est fondamentale pour Teilhard. Pour terminer sur la guerre, Teilhard n'est pas optimiste. Donc la guerre, dit-il, ne représente pas un accident résiduel destiné à décroître avec le temps, mais elle est l'agent et l'expression même de l'évolution. C'est en conséquence dans les crises que nous acceptons de nous remettre en question et de changer. Si j'extrapole la pensée de Teilhard, le phénomène de la guerre est en quelque sorte un bon signe. Teilhard est bien dans une perspective prophétique apocalyptique, au sens littéral du terme, apocalypse exprimé par Saint Jean, c'est-à-dire émergence d'un meilleur, mais à travers une violence épouvantable. C'est une affirmation qui nous dérange, bien sûr, mais qui s'impose. L'Allemagne et la France ont forgé leurs relations dans la guerre et normalement, on peut l'espérer, constitue un pilier de ce que l'Europe pourrait être dans l'avenir. En fait, je crois que la bonne interprétation est la suivante. Tant que les hommes n'accepteront pas de développer entre eux des relations de cœur à cœur, c'est-à-dire d'amour, la guerre perdurera. Autrement dit, c'est le fameux pas de l'amorisation, après le pas de la vie et de la pensée réfléchie et de la conscience, que Teilhard appelle de ses voeux dans le phénomène de l'évolution. La guerre est ainsi la manifestation de ce douloureux accouchement de l'émergence de la conscience. Alors, l'urgence de l'option quatrième partie de mon exposé, qu'est-ce que cela veut dire? Et Teilhard en parle de manière fort claire. Il n'y a qu'une voie possible dans le développement, dit Teilhard, en haut et en avant, vers un centre commun. Pour ce faire, il convient de s'investir dans la recherche de la connaissance, le savoir, pour avoir une action sur la nature, sur le développement économique et social de notre humanité, c'est-à-dire avoir le pouvoir, mais pour être plus, insiste-t-il. Nous sommes tout à fait dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère de l'Anthropocène, où effectivement la suite de l'histoire, et Teilhard l'a fort bien dit, dépend du comportement de l'homme et n'est plus subie par les mouvements de vie comme les animaux qui ont subi l'évolution et l'adaptation à l'environnement. Nous avons le pouvoir de modifier la suite de l'histoire et donc d'effectuer des bifurcations inattendues. C'est bien l'ère de l'Anthropocène dans lequel nous sommes. Teilhard résume parfaitement cette perspective dans le chapitre La mystique de la science, dans son ouvrage L'énergie humaine, savoir plus pour pouvoir plus, pour être plus. Basé sur la responsabilité, la conscience de soi et de l'altérité, l'éducation est finalement le travail assidu. Teilhard affirme: c'est à la pointe de ma plume, de ma pioche, de ma recherche, de mon travail approfondi que l'homme se réalise et contribue au développement de l'humanité. Mais évidemment, dans ce processus, la quête de sens est importante. Alors, c'est là où les écrits scientifiques de Teilhard sont intéressants à ce sujet. Voilà ce qu'il dit. Vous cherchez un moyen de discipliner l'individualisme et de supprimer la lâcheté. Vous n'en trouverez pas d'autre que d'exalter devant les hommes la grandeur du tout qu'ils méconnaissent et dont leur égoïsme irait à compromettre le succès. Tant que leur seul avantage individuel leur paraîtra engagé dans l'aventure terrestre, et tant qu'ils ne se sentiront liés au travail que par une consigne externe, les hommes de notre temps
ne soumettront jamais leur esprit et leur volonté à quoi que ce soit qui les dépasse. Découvrez-leur par contre, sans hésiter, la majesté du courant dont ils font partie, faites-leur sentir le poids immense d'efforts engagés dont ils portent la responsabilité, obtenez qu'ils se reconnaissent éléments conscients de la masse entière des vivants, principe ô combien écologique aujourd'hui, héritiers d'un travail aussi vieux que le monde, et chargés d'en transmettre le capital accru à tous ceux qui doivent venir, et alors, tout à la fois, vous aurez surmonté leur penchant à l'inertie et au désordre, et vous leur aurez montré ce qu'ils adoraient peut-être sans leur donner un nom. Comme le montre cette diapositive sur cet iceberg, il y a beaucoup d'efforts nécessaires pour la partie émergée qui semble aller dans un sens de convergence, mais que d'échecs sous le niveau de l'eau. Car c'est le suprême intérêt de la phase humaine actuelle, dit ailleurs, de l'histoire terrestre, que la crise morale dont nous sommes atteints se trouve compensée par le renouvellement et l'accroissement de nos êtres, sous la double forme d'une nécessité et d'un attrait de quelque pression divine émanée d'un absolu. Pour maintenir assujettie au travail vital la foule indisciplinée des monades pensantes, terme ô combien taillardien, c'est notre personnalité individuelle, il n'y a qu'un moyen, dirions-nous, faire primer chez elles la passion du tout sur l'égoïsme élémentaire, c'est-à-dire pratiquement accroître chez elles la conscience de l'évolution générale dont elles font partie. Mais à cette évolution, pourquoi se soumettre si elles ne s'acheminent pas vers quelque chose qui soit pour toujours? De plus en plus distinctement, au moins des travailleurs de la terre, le dilemme se découvre où est insérée l'activité humaine. Car c'est le D'accord, suprême vas-y. intérêt de la phase humaine actuelle, de l'histoire terrestre, que la crise morale dont nous sommes atteints se trouve compensée par le renouvellement et l'accroissement sur nos êtres sous la double forme d'une nécessité et d'un attrait, de quelque pression divine émanée d'un absolu. Pour maintenir assujettie au travail vital la foule indisciplinée des monades pensantes, terme théardien si l'on est, pour caractériser chacune de nos personnalités, il n'y a qu'un moyen, disons-nous, faire primer chez elles la passion du tout sur l'égoïsme élémentaire, c'est-à-dire pratiquement accroître chez elles la conscience de l'évolution générale dont elles font partie. Mais à cette évolution, pourquoi se soumettre si elle ne s'achemine pas vers quelque chose qui soit pour toujours? De plus en plus distinctement, au moins des travailleurs de la terre, le dilemme se découvre où est insérée l'activité humaine. Ou bien la vie ne va vers aucun terme qui recueille et consomme son œuvre, et alors le monde est absurde, destructeur de lui-même, condamné par le premier regard réfléchi qu'il a enfanté au prix d'un immense effort, et de nouveau c'est la révolte, non plus seulement comme une tentation, mais comme un devoir, ou bien quelque chose, quelqu'un, en parenthèse du Teilhard, existe, en qui chaque élément trouve graduellement, dans sa réunion au tout, l'achèvement de ce qui s'est construit de sauvable dans son individualité. Et alors, il vaut la peine de se plier et même de se vouer au labeur, mais dans un effort qui prend la forme d'une adoration. Ainsi, l'équilibre intérieur de ce que nous avons appelé la noosphère exige la présence perçue par les individus d'un pôle ou centre supérieur qui dirige, soutienne et rassemble le faisceau entier de nos efforts. Pour Teilhard, le travail besogneux et acharné de l'homme s'inscrit dans une construction totale de l'humanité, héritière de nos ancêtres et contribuant à la suite de l'histoire dans une perspective bien sûr noosphérique, c'est-à-dire finalement écologique. La noosphère ne peut être qu'écologique, ou l'écologie ne peut être que noosphérique, ou ne sera pas, pourrions-nous dire. Voilà un beau thème de conférence à faire. Nous ne constituons vraiment plus qu'un seul macro-écosystème planétaire et même galactique, comme j'ai déjà dit, convergent vers un centre commun. D'où cette illustration de diapositive montrant le travail besogneux sous-marin pour faire émerger un iceberg triomphant. Mais revenons-en aussi, bien sûr, à la démographie. De 10 000 ans avant Jésus-Christ à nos jours, ce qui est une tranche de temps vraiment insignifiante par rapport aux 13 milliards 800 millions d'années et les 4 milliards de la Terre, on peut constater l'explosion des humanoïdes et de l'Homo sapiens en un laps de temps très court. La courbe que vous voyez trace effectivement la population en fonction de l'échelle de temps avec des écarts de 2000 ans en 2000 ans. On passe de 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 2000 ans après Jésus-Christ.
Et on voit très bien que depuis moins de 1000 ans, depuis 1500 ans, et même depuis 200 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, la vie sur Terre a explosé. Jusqu'à ces dernières années, jusqu'à il y a 200 ans, il y avait très peu de monde sur Terre. Donc il y a une accélération et on comprend bien que cette fourmilière humaine qui explose contribue à modifier considérablement l'environnement de la vie telle qu'elle était auparavant. Donc cette accélération, d'ailleurs, est la conséquence directe de la créativité de l'homme, de sa capacité à développer la technologie depuis le premier silex taillé. Et en fait, le premier silex taillé n'a aucune différence avec nos technologies actuelles. Il n'y a pas de différence de nature entre un silex taillé et un smartphone, qui est une merveille technologique, comme vous le savez tous aujourd'hui. Et donc la technologie est la prothèse, comme l'avait dit Teilhard, depuis l'origine du temps, où l'homme cherche à développer ses capacités pour aller plus loin dans la connaissance, dans les moyens d'action sur la Terre. Et évidemment, les fondamentaux n'ont pas changé. Le silex taillé peut aussi bien servir à gratter une peau de bête pour faire un vêtement, creuser la terre pour labourer la terre et fertiliser et donner de l'alimentation, que de fracasser le crâne de son voisin. Donc la technologie, elle est indispensable, c'est grâce à elle que nous sommes là aujourd'hui, mais elle est totalement neutre par rapport à l'usage qu'on en fait. Et paradoxalement à ceci, évidemment, avec cette montée des humains et de leur créativité, eh bien, la loi tic-tac présentant aussi les technologies d'accroissement de la complexité en fonction de l'invention des systèmes d'information et de communication montre bien que depuis l'origine, l'oralité, les messages supports des Sumériens, l'invention de l'écriture, l'impression avec Gutenberg, la transmission avec la radio, le téléphone, le numérique qui a une exposition exponentielle, la convergence à la noosphère, les neurosciences, les stockages d'informations sur ADN, on voit bien par là que plus le système d'information se développe, plus l'humanité et l'homme et l'organisation humaine devient finalement une prolongation quasi biologique de nos ARN messagers de nos cellules. Et nous devenons les cellules de base de cette interaction entre les hommes pour former l'humanité qui devient un macro-organisme planétaire. Et évidemment, il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, nous sommes capables de stocker de l'information sur de l'ADN, ce qui paraît complètement surprenant, puisque cet ADN fait de courbes de substances biologiques peut perdurer à travers le temps, à telle enseigne qu'on a pu mesurer, analyser l'ADN de Néandertal, et devient un stockage d'informations qui décuple les capacités de stockage par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, liberté orientée de Teilhard, voilà un terme très important. Cette vision de Teilhard, qui est basée sur la guerre, n'est-elle pas optimiste, puisqu'il parle d'une convergence vers cette noosphère et ce centre commun qui est le point oméga. Ce serrage planétaire avec les conflits que nous pouvons observer à tous les niveaux, avec les raidissements identitaires, ne conduisent-ils pas au résultat inverse? Allons-nous vers un désordre plus grand ou vers un équilibre vivant ordre-désordre, qui est la substance même de l'écologie? Nos libertés individuelles ne conduisent-elles pas à un individualisme forcené et à un égoïsme généralisé et destructeur? Nos libertés individuelles sont fondamentales, mais avec cette liberté peut surgir la tentation de la révolte, la dissolution dans le plaisir et le refus de l'effort et de la vie. À mesure que l'histoire progresse, les hommes se trouvent ainsi placés devant un choix de plus en plus conscient à faire entre la fidélité et l'infidélité à la vie, en fait entre le bien et le mal. L'opinion contre la vie produit au contraire, souligne Teilhard, le mal moral, engendré dans la société ou en nous-mêmes par le mauvais usage de notre liberté. Le futur que conçoit Teilhard comporte donc, malgré ses grands axes de progression, une part d'aléatoire. L'avenir, j'entends par là l'avenir humain, dit Teilhard, a certainement quelque chose d'imprévisible en soi. Il s'agit dans cette double perspective apparemment contradictoire de concilier la nécessité et la liberté, ou la convergence naturelle du monde et nos libertés de choix. Ces réalités ne sont pas antinomiques, elles se compénètrent et se combinent dans un mouvement dialectique, comme la matière et l'esprit. La liberté de l'homme, en effet, n'est pas synonyme d'indépendance absolue, mais plutôt pouvoir de choisir à partir d'une détermination située,
La liberté demeure donc relative, car il y a en nous, rappelle Teilhard, un ressort intime, antérieur et supérieur au libre arbitre, inscrit dans notre caractère, dans le rythme de nos pensées, dans les poussées brutales de nos passions. C'est l'héritage de la vie. En vertu de ces déterminations de liberté, Teilhard va proposer la notion de liberté orientée. Teilhard ne considère en effet pas la liberté du seul point de vue individuel, puisque le monde et l'histoire de l'humanité avancent d'un même pas. Les libertés individuelles, loin de se neutraliser par effet de foule, se rectifient et se corrigent quand il s'agit d'avancer dans une direction vers laquelle elles sont intérieurement polarisées. C'est un terme très intéressant. Il dit intérieurement polarisées, dans notre conscience en fait. On peut dire que Poutine a favorisé l'émergence de cette liberté orientée par la polarisation intérieure des valeurs de la démocratie des membres de l'Union européenne. Il y a une polarisation qui s'est faite. La liberté teilhardienne n'est donc pas isolée de l'histoire et de l'autre, d'où l'intérêt de faire le rapprochement avec la guerre de Poutine. Mais c'est par sa finalité qu'elle acquiert tout son sens et tout son dynamisme. En effet, le Dieu personnel qui attire tout à lui et qui clôt l'histoire est celui-là même qui crée et suscite sans cesse le désir de liberté dans l'homme. La liberté de l'homme témoigne en fait de la liberté divine dans le monde. De même, les progrès de la liberté dans l'homme et dans le monde révèlent à leur façon le sens du monde et la fin qu'il postule. Dans ce climat de liberté orientée, donc concept teilhardien tout à fait intéressant et peu connu, toute l'œuvre teilhardienne insiste sur l'urgence de l'option. Cette option fondamentale, et nous revenons à notre point de départ, c'est celle en faveur de l'être et de sa valeur. La gravité de l'option croît en fonction du degré de conscience, de lucidité et de liberté. Or, à l'heure de la compression planétaire, du numérique, des réseaux sociaux, de découvertes scientifiques dotant l'armement moderne d'un énorme potentiel destructeur, de la cyberguerre qui a pris une accélération inquiétante, il y a un enjeu phénoménal. Et donc, l'option devient urgente. En fait, il ne faut pas s'y tromper. L'invasion de l'Ukraine, pour revenir à ce problème, est une guerre contre l'Occident. Donc, on voit bien par là qu'il y a une lutte d'influence qui se traduit par des comptes sociaux dans les réseaux sociaux d'influenceurs sur les comportements dans les pays occidentaux et qui cherchent à promouvoir les principes de dictature et créer la division. Le choix est devenu donc crucial car il en va dès maintenant de la survie de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est que cette phrase a été prononcée le 19 mars 2022 par Christine Ockrent dans son émission du samedi sur les affaires étrangères, du samedi habituel sur les affaires étrangères. Cette urgence de l'option, le comportement de Poutine rend encore plus aigu la gravité de l'option. Aujourd'hui, le monde peut basculer à tout moment dans une troisième guerre mondiale. De toute façon, la guerre est déjà mondiale en termes de conséquences de crise. Mais tous les habitants de la Terre ne sont pas en guerre eux-mêmes, mais ils le sont indirectement par la force. Il en va également de notre activité humaine, car qui ne percevrait pas, souligne Teilhard, l'absurdité qu'il y aurait à poursuivre une œuvre humaine sans lendemain. La foi en l'être et au monde appelle une foi en l'avenir et en quelque issue en avant, car l'implacable irréversibilité de l'histoire entière du monde nous y convie. Le temps est fléché, ce qui est aussi un signe important depuis l'origine du monde. L'évolution caractérise un temps fléché. Sur le plan philosophique, c'est une révolution. Alors que beaucoup de nos ancêtres, pour les Mayas par exemple, le temps était circulaire et se reproduisait de manière régulière. On peut affirmer que dans ce cadre-là, nous n'avons pas d'autre solution pour arriver à atteindre notre survie que de continuer à développer la coopération. Autrement dit, l'intérêt collectif génère en fait une convergence gaussienne des libertés individuelles des hommes, ou alors nous allons droit à une destruction de l'humanité, ce qui est possible. Donc ce principe de convergence gaussienne, au fond, des libertés qui s'orientent par une convergence vers leur survie, est un principe totalement écologique.
On peut affirmer de manière paradoxale que mon intérêt égoïste de survie me condamne à tenir compte de l'intérêt de survie de mes voisins, puisque nous avons les mêmes intérêts si nous voulons survivre collectivement. C'est bien une convergence de liberté orientée. La foi au monde contient dans ce sens un appel à la responsabilité. Si le monde est bon, il n'est pas accompli en revanche. En ce sens, et à la suite de Marx, on peut affirmer qu'il ne devient bon que dans la mesure où il est transformé et pétri par la médiation du travail. D'où le terme d'ailleurs que l'on pourrait dire, où la Bible donne le travail comme étant une punition. Le travail n'est pas du tout une punition, bien au contraire. C'est ce qu'écrit hier à une amie. L'univers et ses puissances sont bons et bonnes, pourvu qu'on les aborde laborieusement et fidèlement, dans le sens où les choses deviennent meilleures et plus unes. L'erreur, c'est de s'imaginer que tout est naturellement, initialement, statistiquement bon. Erreur grave où on pense que la nature est bonne. En fait, la nature, c'est un combat pour la survie entre les espèces. Ceci révèle l'absurdité du paradis terrestre, originel mythifié par la Bible. Il n'y a eu, bien sûr, jamais eu de paradis terrestre. L'homme n'est pas que responsable de l'avenir du monde, mais il est responsable de sa bonification. Il faut, dans cette veine, dit Teilhard, démystifier la vision romantique de la nature. Construire la Terre est donc une obligation si nous ne voulons pas périr. Teilhard insiste sur cette conséquence inévitable si nous ne voulons pas périr, et je le répète, c'est bien un principe de nature écologique dont il s'agit. Et comme vous le savez, il n'y a pas de différence du Big Bang à l'homme dans le phénomène de l'évolution. Les particules s'agrègent pour construire les atomes, qui s'agrègent à leur tour pour élaborer des molécules de plus en plus complexes sur des milliards d'années, et ceci jusqu'à l'homme. Autrement dit, il y a une force intempestive de montée en complexité, et aujourd'hui l'homme, chacun d'entre nous, constitue l'atome de base pour construire ce macro-organisme planétaire qu'est l'humanité, et qui dépend totalement de la couche biosphérique dont il fait partie intégrante. Si certaines de nos cellules de notre corps sont atteintes d'un cancer, notre corps individuel peut en mourir si nous ne réussissons pas à le soigner. C'est exactement pareil au niveau de la société, d'un pays et de l'humanité. Si un cancer de discorde la ronge, elle peut disparaître. Poutine cancérise l'humanité. Il convient d'extraire la tumeur si nous ne voulons pas que l'humanité périsse. On voit très bien par là la vision fantastique et prophétique de Teilhard. Si nous ne voulons pas périr, il convient de construire des relations de cœur à cœur entre nous, sinon nous périrons. Autrement dit, l'effet prédateur de quelques-uns devient suicidaire pour tout le monde. Mais cette construction est laborieuse. Teilhard, toujours dans ses écrits scientifiques, l'inscrit dans une espérance de l'émergence d'une liberté orientée, comme je l'ai dit, quasi obligatoire, ce centre gaussien quasi obligatoire, par l'effet attracteur du pôle de convergence présent dès le départ, et c'est bien sûr le pôle de convergence christique, irriguant nos relations énergétiques d'amour de cœur à cœur, seule garantie de notre survie. Nous nous trouvons arrivés en ce moment à la limite des progrès réalisables par effort individuel. La science atteint maintenant pour se constituer véritablement que nous la poursuivions avec des moyens d'ampleur industrielle. Tout essayer jusqu'au bout. On voit par là, pour lui, l'importance de la recherche et de la technologie. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Tout essayer jusqu'au bout. Cette formule ne prendra sa valeur que lorsque l'expérimentation scientifique se trouvera organisée à une échelle non pas seulement nationale, mais humaine, c'est-à-dire au niveau de la planète. Mais il l'aperçoit avec un réalisme surprenant. Or, qu'arriverait-il si nous nous décidions à concentrer enfin la pointe de nos ambitions sur ce pôle de la découverte? Ceci peut être ni plus ni moins que la percée définitive se trouverait faite par le trop-plein de nos pouvoirs dans un champ illimité d'expansion et de conquête. Présentement, la majorité des hommes ne comprend encore la force, cette clé et ce symbole du plus-être, que sous sa forme la plus primitive et plus sauvage, la guerre. Voilà pourquoi il est nécessaire peut-être que nous fassions encore quelque temps des engins de bataille toujours plus grands et plus meurtriers, puisque nous avons encore besoin, hélas, de ces machines pour matérialiser dans notre expérience concrète le sens vital de l'attaque et de la victoire. Teilhard a écrit ça il y a 70 ans.
son constat n'a pas pris une ride, et aujourd'hui, la force meurtrière est évidemment le nucléaire, et c'est bien le point critique qui évite d'attaquer frontalement Poutine. Mais vienne le temps, dit-il, et il viendra, où la masse se rendra compte que les vrais succès humains sont ceux qui triomphent des mystères de la matière et de la vie. Vienne le moment où l'homme de la rue comprendra qu'il y a plus de poésie dans un puissant instrument destiné à briser les atomes que dans un canon. Il était conscient et informé de l'énergie nucléaire en gestation, mais il l'opposait dans un sens positif, l'énergie positive par rapport au canon, bien sûr. Teilhard est vraiment visionnaire, mais son échelle de temps n'est pas celle d'une durée de vie très brève, même de son temps à l'échelle de l'univers. L'échelle de Teilhard, ce sont les millions d'années. Et nous venons juste d'apparaître sur Terre. Nous sommes vraiment des nouveau-nés. Alors, toujours la recherche, le facteur de convergence noosphérique pour Teilhard, l'éducation, le sens, alors sonnera pour l'homme une heure décisive, celle où l'esprit de la découverte absorbera toute la force vive contenue dans l'esprit de la guerre, dans l'esprit de la guerre. Donc, l'énergie de la guerre sera refocalisée sur la construction de la découverte. Phase capitale de l'histoire où toute la puissance transformée des flottes et des armées venant doubler cette haute puissance que la machine aura faite oisive, une marée irrésistible d'énergie libre se portera vers les siècles les plus progressifs de la noosphère. De cette masse d'énergie disponible, une part importante se trouvera immédiatement absorbée par les expansions de l'homme dans la matière. Mais une autre portion, la plus précieuse, refluera nécessairement jusqu'au niveau dont il faut nous occuper maintenant, de l'énergie spiritualisée. Les accroissements possibles de l'énergie spirituelle totale relèvent proprement de ce que Bergson a nommé l'évolution créatrice. Ils sont donc par nature imprévisibles, mais l'évolution créatrice a inspiré fortement aussi, dit Bergson, a inspiré fortement Teilhard. C'est le sens de cette boucle d'interaction présentée sur cette diapositive entre la kinésphère et la noosphère, irriguée par les inventions et innovations des travaux des hommes dans tous les domaines, de la technologie industrielle, l'économie, la diplomatie, le politique, la philosophie. Découverte, boucle systémique entre kinésphère et noosphère. Que seront demain les formes supérieures de l'intuition, de l'art, de la pensée? Nous ne saurions non seulement le dire, mais simplement le concevoir. Mais s'il nous faut renoncer ici à toute anticipation figurée de l'avenir, du moins pouvons-nous affirmer de quel type général seront les progrès attendus. Ils s'effectueront tels qu'ils s'amorcent déjà, dans la direction et sous le signe d'une croissante unité. Voilà ce qu'il importe de bien discerner. On voit par là que nous sommes interpellés en tant qu'hommes par cette invasion de l'Ukraine sur ces phénomènes de l'évolution que présente Teilhard, qui devient en fait une guerre d'une armée contre une population. Bien évidemment, l'information dense de toute nature d'aujourd'hui nous place dans un contexte différent, mais nous donne aussi un sentiment d'impuissance. Certes, dons de première nécessité aux Ukrainiens et accueil des réfugiés sont plus qu'une évidence et s'imposent à tous, mais faut-il aller plus loin? Aussi, je pense à l'exemple de ce Français rapporté par une publication de Jérôme Jadot sur France Info. 20 000 étrangers sont portés volontaires pour rejoindre les troupes ukrainiennes, selon Kiev. Ils ont répondu à l'appel du président Zelensky à venir défendre l'Europe. Parmi eux, Florent Coury, père de famille français et ex-cadre de Renault. Mais 3 jours après le début de l'offensive russe, il a décidé de s'engager auprès des forces ukrainiennes. L'Ukraine, c'est la ligne de front qui permettra à nos libertés de continuer à exister dans le futur, estime-t-il. Notre modèle démocratique vaut la peine d'être défendu. Le Français de 39 ans a pris la route de l'Est. Il a rejoint une base ukrainienne et, aux côtés de ressortissants britanniques, baltes ou encore canadiens, a commencé sa formation. Technique de base, de manœuvre, d'équipe, de maniement d'armes à feu. Mais il faut être réaliste, dit-il, on va plutôt servir de force de protection pour des installations logistiques à l'arrière du front, pour libérer des soldats qui ont les compétences pour se battre. Les quelques dizaines de volontaires occidentaux de cette unité comptent d'anciens militaires et de jeunes hommes inexpérimentés. Mais pas seulement. J'ai en tête une femme américaine qui a un profil de médecin. Elle vient de s'engager pour être médecin de combat.
Depuis 2 jours, Florent Gouraud est affecté à la communication et au recrutement des volontaires depuis la Pologne. On revient à l'époque des brigades internationales de 1936, affirme-t-il. C'est aussi une présence de sympathie auprès des gens qui se sentent abandonnés par l'Occident. Ils ne défendent pas seulement leur pays, mais également la cause de nos démocraties et de l'Europe. Ces militants du printemps républicain expliquent qu'ils prolongent un engagement de lutte contre l'extrême gauche et l'extrême droite française pro-Poutine. C'est évidemment admiratif et interpelle nous-mêmes et nos enfants. Est-ce qu'on se pose ou se pose-t-il la question de rejoindre une brigade internationale aujourd'hui en Ukraine, comme l'a fait André Malraux à son époque, qui a rejoint effectivement la lutte contre le fascisme de Franco? On ne peut être qu'admiratif. Au fond, et peut-être paradoxalement pour certains, n'est-ce pas la question de la guerre juste qui est posée? En effet, cette guerre, comme en 1939, est un conflit binaire, même s'il y a bien sûr des problématiques de corruption en Ukraine, ex-empire soviétique. Les mêmes mots se retrouvent dans toutes les satellites. Mais ce conflit est quand même binaire. Entre les forces de destruction de l'humanité par un empire du mal, voulant dominer le monde, et d'un pays fragile mais robuste, uni par la prise de conscience de la défense vitale de la liberté et de l'humanité. Le premier est ainsi fort mais peu robuste pour survivre à long terme, car elle divise les hommes. Le second est fragile mais robuste pour survivre, en raison même de sa prise de conscience des valeurs anthropologiques fondamentales de l'humanité. Les forces d'union du cœur, de la liberté, de la solidarité et finalement de l'amour. Nous avons ici en quelque sorte une démonstration claire du phénomène de l'amorisation de Teilhard si nous ne voulons pas périr sur la trajectoire de l'évolution. La guerre est donc bien un phénomène écologique de destruction-création pour assurer la survie de notre espèce sur la trajectoire de ce fabuleux et douloureux phénomène de l'évolution depuis le Big Bang. Construire la Terre est donc un lent processus et bien sûr, comme je l'ai dit, nous sommes sur une échelle de millions d'années et nos quelques centaines de milliers d'années de présence sont insignifiants. Ceci étant, si nous regardons dans le rétroviseur des 100 dernières années, il y a des progrès remarquables qui ont été réalisés. Développement économique et social, état de droit, recul de la pauvreté. Mais il y a des prédateurs, logique financière déconnectée des finalités économiques et sociales, volonté impérialiste de domination, jouissance débridée et individualisme portionné, déconstruction culturelle comme la culture woke. C'est la raison pour laquelle le schéma suivant permet de comprendre la relation entre l'individu et la collectivité. C'est en quelque sorte l'équation spirituelle de survie de notre espèce. Nous emmenons à cette conclusion la conscience individuelle et collective. L'équation spirituelle de survie de notre espèce. Alors justement, qu'est-ce que c'est cette conscience? Quel est le lien entre la collective et l'individuel? Quelle est l'équation de survie de notre espèce? Être ou ne pas être, l'esprit matière de Teilhard. Bien là, nous sommes là au cœur de notre responsabilité personnelle et de l'équilibre entre les tendances contradictoires de l'homme. Effectivement, nous sommes tous dans un combat entre différentes forces, l'avoir, le pouvoir et le sexe, qui incarnent une vision matérialiste de la vie et qui apporte effectivement un certain plaisir. Hein. Mais est-ce pas un déséquilibre? Et en face de ça, évidemment, l'avoir est nécessaire. Si on n'a rien, il est difficile de pouvoir être. Mais l'avoir n'est pas une finalité en fin. C'est une boucle systémique de complexité, une boucle circulaire, de causalité circulaire vers plus d'être. De même pour le pouvoir n'est pas une fin en soi. Le pouvoir est un moyen pour servir ses frères. Donc, il est tourné vers le service. Donc, il y a une dialectique, il y a une causalité circulaire entre le pouvoir et servir. Et enfin, le sexe n'est pas une finalité, n'est pas une fin en soi. Le sexe débridé n'est pas une finalité. Certes, il peut apporter un plaisir, mais le sexe est fait pour aimer. Et nous avons effectivement une vision spiritualiste, c'est-à-dire qui, en fait, elle, est centrée sur le bonheur. Donc, nous avons une dialectique qui oppose ces deux éléments. Et donc, là, c'est plutôt l'équilibre. Et bien sûr, le plaisir, vu comme fin, une entropie vers le désordre. Et la construction, c'est la négantropie.
En face de ça, évidemment, nous avons une conscience, une genèse en gestation, une individuation. Voilà un terme un peu compliqué, développé par Carl Gustav Jung en particulier, et un Stéphanois philosophe nommé Simondon. L'individuation, terme un peu compliqué, signifie en fait une sorte d'équilibre psychologique atteint où on est conscient de ses forces et ses faiblesses, mais non super-égaux voulant dominer, et non sans complexe d'infériorité. Ben, c'est un équilibre souhaitable, idéal, certes, mais c'est la centration sur soi que Teilhard développe également. Donc, d'un côté, avec le tiercé avoir, pouvoir, sexe, nous avons une sorte de réification de l'homme, car ma recherche de plaisir réduit à l'état d'objet les personnes que j'utilise pour satisfaire mon plaisir, alors qu'en face, sur le côté spiritualiste, nous avons effectivement la vision teilhardienne de personnalisation et aussi d'Emmanuel Mounier, qui est à l'origine de la revue Esprit et qui est bien dans le centre de la centration sur soi, sur la personnalité de l'homme. Donc, d'un côté, l'avoir caractérise la possession, alors que l'être caractérise justement cette centration sur soi équilibrée. Le pouvoir caractérise effectivement la puissance, hein, et le service est plutôt centré sur la décentration de soi, dit Teilhard, ce sentiment d'altérité. Et enfin, le sexe, effectivement, incarne la jouissance, hein, mais qui n'est pas une fin en soi, alors qu'aimer constitue, dans le cas évidemment des visions teilhardiennes et des croyants, bien entendu, une surcentration sur un tiers inclus, en fait, qui est Dieu. Surcentration en Dieu. Ce tiercé, centration sur soi, décentration, altérité, surcentration en Dieu, est vraiment le tiercé que Teilhard a défini et qui correspond exactement à être plus, servir plus, aimer plus, et qui s'oppose effectivement, qui ne s'oppose pas, mais qui s'appuie sur l'avoir, le pouvoir et le sexe, mais qui ne sont pas définis en soi. Donc l'avoir, effectivement, caractérise la possession, le pouvoir, l'instinct de puissance, et le sexe, la jouissance. Et l'être, bien sûr, c'est la centration sur soi. Servir, c'est la décentration sur l'autre, l'altérité, et aimer, la surcentration en Dieu. On voit par là que dans ce cadre-là, il y a une individuation au niveau personnel, individuel, hein, mais qu'il y a aussi une individuation collective. Et nous retrouvons à ce niveau-là le fameux concept de Teilhard de liberté orientée. Ces libertés orientées correspondent à l'équilibre psychologique, si j'ose dire, de la société qui arrive à développer une individuation collective, c'est-à-dire un équilibre personnel basé sur l'altérité et la relation à l'autre. Et enfin, le troisième larron, si j'ose dire, évidemment, c'est l'éthique qui incarne et l'amorisation qui incarne effectivement cet élément ultime qui nous sauvera de la destruction, en quelque sorte. Et on voit immédiatement en conséquence que la partie gauche, c'est-à-dire le plaisir vu comme une finalité à travers l'individualisme et l'égoïsme personnel, finalement, et la réduction à l'état d'objet des autres qui me servent simplement d'utilitarisme pour mon propre plaisir, conduit droit à la guerre. Que ce soit au niveau individuel, familial, collectif, syndicat, entreprise, pays, collectivité. Donc ce raisonnement de ces trois tiercés, en quelque sorte, est vrai à tous les étages de l'individu et de la société. On retrouve finalement ce que disait Confucius. Et de l'autre côté, évidemment, on retrouve la paix qui est le résultat de ce comportement d'altérité et de relation de cœur à cœur. Donc, il y a un chaos entre la guerre et la paix, et nous vivons dans ce chaos, effectivement, qui est le combat de tous les jours et qui se traduit par les éléments extrêmes, bien sûr, entre l'énergie spirituelle et nos atavismes qui nous relient au sol pour la possession, la puissance et la jouissance. Donc, ce débat est permanent. Et aussi, nous retrouvons l'affirmation d'Héraclite, nous sommes dans une tension entre deux rives, entre la guerre et la paix, entre nos combats spirituels. Donc, en fait, nous sommes tous responsables au niveau individuel de la guerre. La guerre, c'est pas la faute des autres, c'est d'abord ma faute à moi dans mon comportement spirituel personnel. Je vous remercie.